Bonjour à tous et bienvenue sur PDLV dans cette rubrique qui s'appelle Focus. Non, il n'y a aucun rapport avec la Ford Focus. Dans Focus, je vais vous parler de thèmes en lien direct ou indirect avec l'automobile. Pour ce premier numéro, on embarque à bord d'une Vanderhall. Mais plus précisément, dans Focus, on ne va pas se concentrer uniquement sur la partie essai. On va avoir une approche un peu plus globale. Avec toujours un déroulement en 4 parties. Dans un premier temps, une histoire, celle de Vanderhall. Dans un second temps, un volant, celui d'une Vanderhall. On va partir pour un petit essai qui, vous allez voir, va être très sportif. Dans un troisième temps, on va parler des 3 roues. Parce que oui, les véhicules à 3 roues, il y en a pas mal. Et vous allez certainement découvrir. Et dans un quatrième temps, une loi. On va parler de la législation qui encadre les véhicules à 3 roues, quel permis il faut, comment ça s'assure, est-ce qu'il y a un malus à payer. Enfin bref, j'ai décrypté un petit peu ce schmilblick et je vais vous en parler en fin de vidéo. On commence avec la première partie qui s'appelle une histoire. L'histoire Vanderhall, elle démarre en 2010 quand un certain Stephen Hall a l'idée de créer sa propre voiture plaisir. Alors ça, je pense que pour beaucoup d'entre nous, ce serait vraiment le rêve ultime, celui que de créer sa propre voiture de sport. Alors Stephen Hall, il a une idée, il a une vision, c'est celle de créer un véhicule à 3 roues. Alors, de nos jours, effectivement, on ne croise pas énormément de véhicules à 3 roues. D'ailleurs, personnellement, le premier véhicule à 3 roues que j'ai conduit, je crois que c'était en école maternelle, et je crois que c'était un petit tricycle. Créer une voiture à 3 roues, c'est pas un pari simple, surtout aux États-Unis, où les lois sont quand même assez strictes en matière de sécurité. Et donc pour ça, Stephen Hall, il a une idée. Il se pose pour ça plusieurs questions. La première, c'est de savoir si on crée un véhicule avec une roue motrice à l'avant, 2 roues motrices à l'avant, ou une roue motrice à l'arrière, ou 2 roues motrices à l'arrière. Déjà, quand on crée un véhicule à 3 roues, il faut faire des choix. Stephen Hall, il fait pas mal d'essais avec son équipe. Et finalement, la structure qui est retenue, c'est de mettre 2 roues motrices à l'avant et une roue arrière qui est simplement suiveuse. Deuxième point, il faut voir comment ne pas se retourner. Parce que forcément, un véhicule à 3 roues, on n'a pas la même stabilité que si on avait 4 roues. Mais ça, c'est à peu près logique. Donc pour ça, il y a pas mal de prototypes qui ont été réalisés pour justement valider quelle était la meilleure architecture. Il y a eu plusieurs choix qui ont été faits. Le premier, c'était d'éloigner au maximum les roues avant, puisque plus des roues sont éloignées, plus il y a une meilleure stabilité. C'est à peu près logique. Et ensuite, l'autre choix, c'était de repousser assez loin la roue arrière, ce qui fait que la Vanderhall, telle qu'elle est sortie, elle avait quand même une très bonne stabilité. Et étonnamment, même si ça paraît très compact, on est quand même sur un véhicule qui mesure 3,70 m. C'est plus que ma Panda. Ensuite, la problématique à résoudre, c'était comment la vendre. Créer un véhicule à 3 roues, ça implique de faire des choix qui vont permettre d'attirer des gens qui ne viendraient pas forcément vers un véhicule à 3 roues. Vanderhall, ils ont fait le choix d'un véhicule 100% plaisir. Donc forcément, quand on attire un public qui veut une voiture plaisir, c'est généralement des passionnés de voitures. Et donc pour ça, ils ont eu l'idée de créer un style vraiment unique en son genre. La première inspiration, c'était la Batmobile. Ça, c'est une anecdote que m'a raconté Phil Dodmore, qui est le directeur international des ventes et qui a été présent lors de mon essai. D'ailleurs, je le remercie beaucoup pour ces informations. Mais il m'a expliqué ensuite que le style s'est orienté plus dans l'esprit James Bond, avec un style plus gentleman. Et vous pouvez le voir ici, la Vanderhall, elle a quand même une gueule assez incroyable. Le style, il se veut à peu près néo-rétro, c'est-à-dire qu'on voit des codes d'anciens modèles, mais on voit aussi des codes qui sont tout à fait actuels, comme par exemple ces phares à LED, qui sont hyper modernes, hyper stylés, enfin ça rend bien de fou. Et forcément, il faut aussi offrir des sensations. Le premier modèle Vanderhall à être sorti, c'est la Laguna. Là encore, si on parlait pas de Focus en début de vidéo, on parle pas non plus de Renault Laguna ici. La Vanderhall Laguna, c'est le tout premier modèle de la marque et c'est celui qui donne la ligne directrice du style pour tous les suivants. La Vanderhall Laguna, elle a plutôt bien marché et elle a vraiment séduit. Alors le moteur qu'elle avait, c'était un moteur de Chevrolet Cruze qui était aidé d'un turbo pour que ça tabasse un peu plus. Et il y avait quand même 180 chevaux, donc pour un peu plus de 600 kg, c'était quand même pas dégueulasse. Et ensuite, on a eu d'autres modèles qui sont arrivés. Il y a la Venice, qui est, je trouve, un modèle très désirable,
qui s'impose en fait comme l'entrée de gamme Wanderhall. C'est une très belle entrée de gamme, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Avec pas de porte, un petit pare-brise, un moteur 1,5 litre turbo qui est poussé à 194 chevaux et ça fait vraiment très envie. Ensuite, il y a même eu une version Speedster avec une seule place à bord et là, clairement, je crois que niveau déraisonnabilité, on est au maximum. Ensuite, on a eu un modèle que vous allez adorer détester, c'est la Wanderhall Edison, qui est la même chose qu'une Venice, mais avec un moteur électrique. Une petite voiture ultra légère avec un moteur électrique. Je sais, ça peut choquer, mais je pense que pour apprécier ce type de véhicule, il faut vraiment foutre tous ses a priori de côté pour juste kiffer. Et Phil Dunmore m'a expliqué qu'effectivement, l'idée c'était de toucher également les propriétaires de voitures électriques, par exemple chez Tesla, qui aiment le couple immédiat, qui aiment le silence de fonctionnement, tout en étant quand même ultra sympa, parce que les batteries sous le plancher, plus le centre de gravité est bas, et ben plus c'est fun dans les virages, parce que plus c'est agile. Donc finalement, cette Wanderhall Edison là, dites-moi en commentaire, mais moi j'ai bien envie d'aller la tester. Et ensuite, on a la Wanderhall Carmel, qui est le troisième modèle, enfin le quatrième plutôt, qui est sorti. Il est de 2019, c'est le modèle que j'ai eu à l'essai, et vraiment, c'est un truc de dingue. C'est le modèle qui est positionné comme étant le plus haut de gamme. On le repère notamment à ses portes, à sa dotation intérieure qui est enrichie, mais également à quelques améliorations esthétiques. Et je dois vous avouer que quand j'ai découvert ce modèle-là en vrai, j'ai quand même eu un sacré coup de cœur. D'ailleurs, les Wanderhall, elles sont toutes fabriquées aux États-Unis, à Provo, dans l'Utah, dans un immense complexe qui mesure 17 hectares, avec une production mi-artisanale, mi-industrielle. Donc ça permet quand même de maintenir des coûts de fabrication un peu plus raisonnables. Parce que si je rebondis sur la Laguna, qui était le premier modèle, elle avait une coque exclusivement constituée de carbone, et donc forcément ça faisait exploser le prix de vente. Là maintenant, on est sur une coque en matériaux composite, c'est légèrement moins léger, mais ça permet d'avoir un prix qui lui est beaucoup plus light. Wanderhall, ils ont fait le pari de miser sur les voitures à 3 roues. D'ailleurs, je vous dis une bêtise, c'est pas des voitures, c'est des véhicules. Mais on en reparle après. À 3 roues, mais pour autant, ils vont pas se fermer exclusivement à ça. D'ailleurs, ils ont un modèle qui est en cours de développement, qui s'appelle le Navarro. Alors, c'est un 4x4, mais quand je dis 4x4, je parle pas d'un petit SUV pour grimper les trottoirs. Je parle d'un vrai 4x4 à 4 roues. Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Wanderhall, je pense qu'il est temps de passer derrière le volant. La découverte d'une Wanderhall, c'est toujours assez perturbant puisque on n'a pas ses repères. Déjà, la première épreuve, c'est tout simplement d'entrer dans le véhicule. Pour ça, une petite formation est nécessaire parce que effectivement, on pourrait penser qu'il suffit de s'agripper au pare-brise ou à la base du rétroviseur, sauf que si vous faites ça, vous allez péter l'un comme l'autre. Donc en fait, pour entrer dans le véhicule, il faut mettre son pied droit assez loin dans le fond et ensuite poser son gros cul dedans pour ensuite être installé. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est ma première fois sur un tricycle motorisé, mais étonnamment, on y trouve assez bien ses repères. D'ailleurs, au niveau des véhicules à 3 roues, il y a pas mal d'écoles. Il y a ceux qui vont chercher à faire un véhicule plus orienté moto et d'autres plus un véhicule orienté voiture. Wanderhall, ils ont vraiment fait le choix de s'inspirer de l'automobile et plus particulièrement des modèles anglais. Parce que si vous regardez un petit peu cette silhouette, on est clairement sur un style de barquette à l'anglaise, avec pour autant un nez qui était tranché à l'avant, tout plat, avec une grille et 2 optiques à LED qui sont placées derrière. Donc tout ça, ça bouscule un petit peu les conventions. Je vous cache pas qu'au premier regard, ça laisse un peu dubitatif. Mais plus on regarde le véhicule et plus on l'apprécie vraiment. La silhouette, elle est extrêmement jolie, elle est très fluide. On est vraiment dans l'esprit des barquettes des années 50, avec un petit pare-brise, avec également des choix colorés qui sont oufissimes. Notre exemplaire, il est disponible. Alors, je parle exclusivement de la Wanderhall Carmel. Il y a plusieurs versions qui existent. La Wanderhall Carmel, elle est disponible en gris ou en bleu. Ici, on a une très belle livrée bleue avec l'intérieur crème. C'est la configuration de base et pourtant, elle est magnifique. Quand on est à bord, on a juste une envie, c'est de tourner la clé. Wanderhall, ils ont fait un parti pris, c'est celui de mixer le néo et le rétro. Donc, on a tout simplement un simple bouton de démarrage. On appuie dessus et là, le moteur se met en éveil. On a une belle sonorité.
C'est pas une sonorité qui est très violente, mais c'est quelque chose qui est agréable à l'oreille. D'ailleurs, fait amusant, on repère tout de suite les échappements latéraux. Il y en a un de chaque côté, et si vous voulez descendre, vaut mieux pas mettre votre main trop bas, parce que sinon vous allez vous brûler très fortement. Mais bon, ça fait partie des petits désagréments qui peuvent arriver, mais ça n'arrive généralement qu'une seule fois. Le moteur, justement, c'est donc un 1,5 litre 4 cylindres, qui ne s'embarrasse pas de silencieux, il s'exprime pleinement. C'est pas un moteur qu'on retrouve en France, puisque c'est un moteur américain développé par GM et qui n'est présent sur aucun modèle vendu en France. Au niveau de la boîte de vitesse, forcément, le vieux con que je suis aurait voulu une boîte manuelle. Clairement, une boîte manuelle, c'est le plaisir d'avoir les sensations de passer des vitesses, ça donne une impression de maîtrise qui est bien supérieure. Mais Vanderhall, c'est un constructeur américain qui s'est donc inspiré de certaines habitudes des Américains, et donc on découvre une boîte automatique. Cette boîte de vitesse là, elle est ultra agréable, faut dire ce qu'il en est. Ça peut brider un peu le plaisir, je suis d'accord, surtout dans un véhicule comme ça, mais étonnamment on s'y fait super bien dans le sens où les vitesses passent très rapidement. Pareil, elles descendent très rapidement aussi. La Vanderhall Carmel, elle est disponible en 4 versions. La Blackjack, qui est l'entrée de gamme mais avec un style vraiment sympa. La Carmel, que j'ai ici, qui est donc le second niveau de finition, la Carmel GT et la GTS. La GT, elle apporte des palettes derrière le volant, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle de la boîte de vitesse grâce à ce mode séquentiel là. La GTS, c'est vraiment la version des puristes. La principale évolution, c'est qu'elle a des freins Brembo. Sur notre Carmel, on n'a donc pas la possibilité de passer nous-mêmes les vitesses. Il faut exclusivement se remettre à la gestion automatique. Mais au niveau du freinage, par contre, même si on n'a pas les Brembo, on a 3, pas 4, freins à disque acier qui freinent vraiment extrêmement bien. En matière de performance, c'est là où c'est le plus génial. Moi personnellement, je surkiffe vraiment Colin Chapman, qui est le fondateur de Lotus et qui avait une devise Light is right. Là, on est en plein dans cet esprit-là. Notre Vanderhall Carmel, elle pèse que 640 kg et elle délivre 194 chevaux. Donc autant dire que les accélérations, c'est juste bluffant. Et même si on va pas très vite, on a un feeling incroyable. Le 0 à 100, c'est 4 secondes 5, mais honnêtement, on n'en a rien à foutre. Puisque le plus bluffant, c'est vraiment les sensations, c'est les reprises. Quand vous accélérez, vous entendez le turbo chargé. Quand vous relâchez l'accélérateur, vous entendez la dump valve faire un petit pop 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 pop. C'est trop mignon, c'est trop rigolo. Enfin, c'est vraiment une voiture qui se vit, une voiture qui en offre beaucoup. On pourrait également s'attendre à ce qu'elle fasse un peu souffrir le conducteur. Vanderhall a privilégié, pour la permettre du moins, le meilleur compromis confort-sensation. Et même si ça paraît difficile d'allier les deux au sein d'un véhicule à 3 roues, eh ben, ça marche super bien et c'est trop rigolo. Les suspensions sont assez fermes, mais ça c'est pas surprenant. On a un mécanisme qui est directement inspiré de la Formule 1, avec une tringlerie spécifique. L'amortissement est vraiment très bon, forcément il est ferme, mais pas très ferme non plus. La roue arrière, on s'y fait assez vite. D'ailleurs, à la conduite, on oublie totalement que c'est un véhicule à 3 roues. Il y a juste certains moments où on s'en rappelle un petit peu. C'est par exemple sur les petites routes de campagne, vous savez, où il y a tous les véhicules qui passent, et forcément, ils laissent leur marque de pneus, ce qui fait que généralement, il y a juste une touffe d'herbe au milieu de la route. Et ben, quand vous êtes dans une Vanderhall, vous découvrez effectivement que cette touffe d'herbe, eh ben, elle peut vraiment être très chiante. Cela dit, la tenue de route est vraiment excellente, j'ai même envie de dire exceptionnelle, puisque à aucun moment on ne se fait peur, ça ne tangue pas, ça vire à plat. C'est bluffant. Et même si on hausse la cadence, eh ben, on se rend compte que c'est parfaitement stable, que c'est parfaitement équilibré. Et moi, vous le savez, je privilégie toujours les sensations aux performances. Et ben là, clairement, il y a les deux. Et j'ai rarement autant apprécié un essai. Le poids puissant, justement, il est extrêmement bas. 194 chevaux, c'est une puissance aujourd'hui qui n'est pas choquante. Là, on a un feeling qui est totalement différent. Déjà, on se prend le vent dans la gueule, on est à ras le sol, on sent bien que tout est ultra léger. C'est juste trop marrant. Alors, le fait que ce soit une traction, ça peut là encore laisser le dubitatif, mais on s'y fait très bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est juste qu'effectivement, quand vous suivez un camion et que vous voulez faire un dépassement, il vaut mieux quand même anticiper pour tout simplement ne pas vous faire surprendre et ne pas arriver tout de suite au cul du camion. Cependant, il n'y a pas de sous-virage. Il y a un léger survirage, mais il est vraiment pas très marqué. Et je vous cache pas que j'ai clairement, mais genre vraiment très envie d'en acheter un. Surtout que, outre les performances, outre le plaisir de conduite, on a un niveau d'équipement qui est très bon. Déjà, on a le Bluetooth qui est intégré.
on a les sièges chauffants, on a également la climatisation, l'assise est suffisamment ferme. Alors effectivement, c'est pas le grand luxe, on est très près du passager, même si le modèle Carmel, qui est quand même le modèle haut de gamme, il est plus large de 20 cm. Vous savez, c'est un petit peu comme les Caterham. Les Caterham, vous avez plusieurs châssis, plus ou moins larges, plus ou moins longs. Bah là, Vanderroel, ils ont fait le même parti pris, donc là on est sur une version qui est quand même un peu plus large, donc fatalement un peu plus lourde, mais on s'y sent vraiment très bien. Alors effectivement, il y a quand même des petites erreurs à ne pas faire, c'est-à-dire que si vous avez le même sens de l'orientation que moi, eh ben faites attention en sortant des ronds-points à ne pas prendre la mauvaise sortie, puisque si jamais ça venait à être le cas, vous pourriez tout à fait arriver sur autoroute. Bon, encore une fois, il faut vraiment être une grosse merde en orientation. Il y a peu de chances que ça vous arrive, mais si jamais ça vous arrivait, je me suis sacrifié et j'ai testé pour vous. Et bien la Vanderroel Carmel sur autoroute, et ben c'est franchement pas mal. On est un petit peu décoiffé, mais c'est trop bien, on profite et finalement on est juste trop bien, c'est trop cool. On se met les sièges chauffants pour pas avoir trop froid non plus. Et là, on cruise. Les regards des gens, ils sont très amusés en général. Mais enfin, vraiment, on se sent libre. C'est trop bien. C'est pas un véhicule qu'on subit. C'est un véhicule avec lequel on s'amuse. Et sur les petites routes de campagne, eh ben, c'est trop marrant. On se plaît à justement augmenter petit à petit la cadence tout en ayant conscience des limites de la physique. Parce qu'un véhicule à 3 roues aura quand même plus de limites de physique qu'un véhicule à 4 roues. Parce qu'on aura forcément moins de stabilité. Mais encore une fois, je ne me suis pas fait peur à son volant. J'ai juste kiffé, voilà. Le transfert de masse, il se fait d'une manière assez bizarre parce que dans une voiture, vous savez bien, quand on est sur des petites routes de campagne et qu'il y a un virage assez fort, il faut freiner assez fort, puis se la jouer dégressif pour tout simplement transmettre progressivement le poids sur l'avant et ainsi récupérer la direction. Avec la Vanderroel Carmel, la répartition des masses, elle est totalement différente. On n'est pas du tout sur un 50-50. En fait, il y a 70% du poids à l'avant. Donc en fait, la direction, elle est toujours ultra opérationnelle. C'est juste agile tout le temps. Et c'est trop bien. La boîte de vitesse, même si elle est automatique, elle se montre assez réactive. Elle passe ses rapports assez tard. Elle n'hésite pas à monter dans les tours et faire en sorte que ça gueule. Donc la consommation, d'ailleurs, je n'ai même pas regardé. C'est même pas la peine de poser la question. On est sur un essai 100% plaisir. S'il y a un point que je souligne aussi, c'est que cet essai m'a vraiment fait extrêmement plaisir. Parce qu'on est dans un monde où les jours de la voiture thermique sont comptés. Voilà, on le sait, va y avoir une échéance. La voiture électrique, on sait qu'on va devoir y passer un jour. Faut pas se voiler la face, ça va être le cas. Seulement, aujourd'hui, il y a encore des constructeurs qui osent miser sur le thermique et qui justement trouvent le parti pris pour pouvoir continuer à en vendre et continuer à nous faire kiffer. Vanderroel, justement, ils ont fait le choix du véhicule à 3 roues. Et je trouve que c'est vraiment un super choix, puisque aujourd'hui, toutes les voitures se ressemblent et toutes les voitures ont tendance à être de plus en plus chiantes. Oui, ça marche fort sur le 0 à 100, mais dès qu'il y a des virages, on sent que ça a tendance à tanguer, ou alors que c'est corrigé électroniquement, mais d'une manière totalement abusée. Là, en fait, avec la Vanderroel Carmel, on retrouve des sensations d'antan. On a un comportement qui est assez pur, mais qui est juste ultra plaisant. On sait également que si on se retourne, on va finir décapité. Bon, ça, il y a quand même des arceaux derrière, et je pense que si on se retourne, vu que les Américains sont quand même très à cheval sur l'imitation, on finira pas décapité. Mais dans l'idée, la Vanderroel Carmel, elle prône un retour aux sources, un retour à l'essence même de l'automobile. C'est-à-dire qu'on prend ce qui faisait kiffer à l'époque, on reprend quelques technologies actuelles qui sont quand même sympas, on mélange le tout et au final, on a un véhicule à l'ancienne, mais qui est capable de procurer un plaisir de conduite comme on n'aura plus jamais aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je vous mette en garde sur un point, c'est que si vous regardez le compteur de vitesse, vous pourriez penser que sur une petite route de campagne, vous êtes à 80 km/h, mais en fait, il ne faut pas mélanger les miles par heure, NPH, et les km/h, KMH. Et disons que j'ai peut-être légèrement confondu un peu. Les km/h, ils sont sur la partie intérieure qui est toute cachée. En respectant la limitation de vitesse en km/h, franchement, vous vous amusez juste. C'est vraiment un jouet, un super beau jouet. Le moteur, on l'entend, l'échappement, il gueule. Quand on tourne le volant, on a de la consistance dans la direction, on sent que les suspensions travaillent. Dès qu'il y a la moindre bosse sur la chaussée, on se la prend dans le dos. Enfin, c'est trop marrant. C'est vraiment une voiture qui se vit, c'est une voiture qui donne des sensations. Et c'est un plaisir qu'on n'a plus de nos jours. Et là, ça m'a fait tellement plaisir de retrouver ça. Si vous avez l'occasion d'en essayer une, faites-le. Mais ça, je vous en reparle encore une fois en fin de vidéo, parce qu'il est temps de passer à la troisième partie.
Des véhicules à 3 roues, il en existe pas mal sur le marché, même si ils sont très minoritaires et qui ne s'adressent vraiment qu'à un public de niche. La plus connue, je pense que c'est la Morgan Three-Wheeler, qui est un modèle qui a été créé en 1909 et qui a une architecture qui est assez proche de la Vanderhall Carmel qu'on a là, c'est-à-dire 2 roues à l'avant et une roue à l'arrière. La différence, c'est que la Morgan, elle a une seule roue motrice qui est à l'arrière. Donc le comportement doit être assez différent. C'est une voiture que j'ai jamais eu le plaisir d'essayer, mais j'aimerais vraiment énormément l'essayer. C'est vraiment l'un des modèles qui me fait rêver depuis que je suis gamin. Avec par exemple le moteur Harley-Davidson qui est tout à l'avant, un V2. Enfin, je trouve que ça a un charme incroyable. Mais par contre, la dernière version, qui date de 2011, si je dis pas de bêtises, c'est plus le moteur Harley. Mais dans tous les cas, le plaisir est intact, l'esprit est toujours aussi fou. Et la Morgan Three-Wheeler, c'est vraiment un modèle à part dans mon cœur. Et peut-être dans le vôtre aussi, dites-moi ça en commentaire. Toujours dans les 3 roues, on a également le Can-Am. Can-Am, c'est une marque qui appartient au groupe Bombardier et qui propose différents modèles. Là, par contre, contrairement à Morgan et à Vanderhall, on est vraiment plus dans l'idée d'une moto adaptée en 3 roues que réellement d'une voiture 3 roues. La Can-Am, elle démarre à moins de 10 000 €, donc ce qui est un prix très bien placé, avec des performances un peu en deçà de celles qu'on a ici, mais c'est également un parti pris que je trouve assez dingue. Ça m'attire moins perso, mais clairement c'est un modèle qui a vraiment sa singularité, son authenticité et qui a le mérite d'exister. Donc si par exemple vous voulez une moto mais que vous avez peur de vous péter la gueule en moto, bah la Can-Am ça peut être un bon choix. Ensuite on a la Carver One. Alors ça, je pense qu'on va être d'accord là-dessus pour dire que ça a vraiment un design classe. Concrètement ça ressemble à une voiture mélangée à une moto. C'est-à-dire que c'est une petite voiture, une place, ou deux peut-être, je crois qu'il y a une place derrière, qui peut s'incliner dans les virages. Bon, c'est pas spécialement attirant, c'est encore moins performant. Ça a le mérite d'exister, pourquoi pas. Ensuite, on a la Polaris Slingshot. Donc là, on est clairement dans l'esprit d'une voiture de course mélangée avec un arrière de moto. C'est très spécial dans l'approche, mais c'est également très efficace. C'est un peu plus lourd également, puisqu'on a 800 kg. Mais pourquoi pas. Si vous aimez les styles très affirmés et un petit peu l'esprit du KTM X-Bow, là, on est en plein dedans. Et ensuite, un autre modèle que j'aime beaucoup, c'est la Pembleton V-Sport. Pembleton, c'est un fabricant anglais qui propose un modèle à 3 roues qui reprend un petit peu l'idée générale de la Morgan, mais comme chez Vanderhall, on a les roues motrices qui sont à l'avant. Je crois avoir fait le tour des modèles 3 roues classiques. Je vous épargne les scooters à 3 roues parce que personnellement ça m'intéresse pas spécialement. PDLV, c'est quand même une chaîne qui est dédiée à l'automobile, donc on va pas s'étendre sur les Piaggio MP3 et tous les machins comme ça. Passons directement à la partie 4. Pour conduire une Vanderhall, quel que soit le modèle, il est nécessaire d'avoir le permis B et non pas le permis moto. Mais il faut également savoir qu'il est nécessaire d'avoir une attestation qui s'appelle la L5E. Il faut le savoir avant de prendre le volant, bien sûr, puisque cette attestation est obligatoire. Elle se passe dans une auto-école et elle nécessite 7 heures de formation, c'est-à-dire 2 heures de théorie, 3 heures de pratique et 2 heures de conduite dans un environnement fermé. Ça permet d'appréhender la conduite des véhicules à 3 roues. Alors généralement, ce permis, il se passe sur des scooters à 3 roues, mais il est également nécessaire pour pouvoir conduire un véhicule à 3 roues classique, comme une Vanderhall, comme une Pembleton. Donc oui, c'est totalement con, mais c'est obligatoire. Toutefois, il y a une exception qui est tout aussi débile. C'est que si vous avez déjà conduit une moto et que vous pouvez attester de cela, notamment avec une attestation d'assurance, vous êtes exonéré de cette petite formation de 7 heures. Et dernier petit point, concernant le permis B, il est nécessaire de l'avoir depuis au minimum 2 années avant de pouvoir prendre le volant d'une Vanderhall par exemple. Donc tout ça en fait, ça prouve une chose, c'est que la législation des véhicules à 3 roues est encore loin d'être optimale, puisqu'il n'y a pas de distinction entre un scooter à 3 roues et une Vanderhall par exemple. Donc tout ça c'est un petit peu dommage, mais ça a également ses avantages. Par exemple, si vous achetez une Vanderhall Carmel, vous n'aurez pas du tout de contrôle technique à passer, et vous n'aurez pas non plus de malus écologique. Donc c'est quand même des petits avantages à connaître. Au final, vous avez juste le prix à payer, qui est quand même pas rien non plus, hein.
Et ensuite, le prix de la carte grise. J'en profite également pour vous préciser que ce véhicule-là, la Vanderall Carmel, elle coûte 54 990 €. Alors oui, c'est un prix élevé, mais il ne faut pas oublier que c'est un véhicule de niche. Si vous voulez en acheter un, il n'y a qu'un seul point de vente en France, c'est chez Eric Wad. Eric Wad, c'est un revendeur qui propose toute une panoplie de véhicules à 3 et 4 roues. Et quand vous entrez dedans, en fait, vous avez l'impression d'être dans un magasin de jouets. Que des grands jouets pour grands enfants, c'est trop bien. Donc si vous voulez y aller, vous avez toutes les infos dans la description. Je vous invite également à poursuivre cette vidéo par la lecture de mon article sur pdlv.fr où je vous propose un essai très détaillé de la Vanderall Carmel. Vous avez encore un lien dans la description. J'en profite également pour remercier Eric Trottier, qui est le patron d'Eric Wad et qui m'a mis à disposition durant plusieurs heures cette incroyable Vanderall Carmel. Je le remercie très sincèrement pour cet essai. Merci également à Thomas HM qui m'a aidé dans cette vidéo-là, que ce soit pour les prises de vue, mais qui m'a également accompagné à bord de l'engin. Vous avez le lien de sa chaîne YouTube en description. Sur ce, j'espère que cet épisode focus vous aura plu. Alors, il y en aura d'autres sur des thèmes un peu plus ouverts. Par exemple, je prévois notamment de visiter des vieux garages, des vieilles concessions, mais également de visiter des lieux anciens, abandonnés, qui ont eu un lien avec l'automobile. Il y aura également des découvertes de modèles. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain essai. Un essai qui va envoyer du très lourd. Et bye bye.